Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Le mois de mars est considéré comme étant le mois du droit de la femme et il a été célébré partout au monde et particulièrement ici dans la région métropolitaine. Nous avons célébré la femme, le droit de la femme. Le mois a été sanctionné par plusieurs sommets, colloques et même conférences et même d'autres célébrations. Ce soir, sur notre plateau de la télévision communautaire, nous recevons des éminentes dames de la communauté. Je suis Christian Kanonga, secrétaire général de la communauté congolaise de Washington métropolitaine. À ma droite, j'ai Maman Régine Diomi Pakassa, qui est le rapporteur de la communauté congolaise de Washington métropolitaine. Maman, bonsoir. Bonsoir Christian. À ma gauche, nous avons Maman Thérèse Talamakou, qui est commissaire aux comptes de la communauté congolaise de Washington métropolitaine. Maman Thérèse, bonsoir. Bonsoir Christian. Ce soir, nous voulons nous entretenir sur un sujet très important, qui est le sujet de la parité entre l'homme et la femme. Qu'est-ce que l'on entend par la parité entre l'homme et la femme? Comment est-ce qu'on peut la définir? Oui. Maman Régine, comment est-ce que vous pouvez nous définir la parité entre l'homme et la femme? La parité entre hommes et femmes est conçue comme le fondement de politique qui lutte contre les inégalités entre hommes et femmes. En d'autres termes, nous appelons ça l'équité du genre. C'est-à-dire les hommes et les femmes sont appelés à marcher ensemble dans tout ce qu'ils font. Tout ce que l'homme fait, la femme aussi est capable de faire. La preuve en est que nous allons dans les mêmes universités que les hommes et les femmes. Et généralement, ou dans plusieurs cas, on trouve aussi des femmes plus intelligentes que les hommes. Et ce qui veut dire que tous travaux que l'homme est capable de faire, la femme aussi peut le faire. Et il y a seulement certaines exceptions comme aller en maternité, concevoir, porter une grossesse. Ça, l'homme ne peut pas le faire. Mais aussi des travaux très lourds. Des travaux très lourds, ça, il faut se réserver aux hommes. Mais généralement, tout ce que l'homme peut faire, la femme aussi est capable de le faire. Donc, tout ce que l'homme peut faire, la femme est aussi capable de le faire. Et Maman Tété, que pensez-vous de la parité entre l'homme et la femme? Comment la définissez-vous? Ok, je crois que la parité, c'est une lutte. C'est une lutte contre l'inégalité, comme Maman Régine l'a dit, contre l'inégalité des hommes et des femmes. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans la société? Nous voyons les travaux qui ont été faits par les hommes dans les temps, par les hommes seulement dans les temps, et maintenant les femmes les font. Je vous donne comme exemple, conduire un bus, un autobus dans la cité. Très longtemps, il n'y a que les hommes qui faisaient cela, et maintenant on voit les femmes qui commencent à conduire le bus Raidon, le métrobus, et même les femmes qui conduisent le métro rail, donc le subway jusqu'à Washington DC. Et il y a des femmes qui font des travaux très lourds maintenant, même les trucks qui transportent beaucoup d'histoires, les trucks qui sont comme les Citra. Ici, j'ai vu une femme conduire ces trucks-là la nuit, qui font la route de I-95, je crois, de New York jusqu'à North Carolina, en Caroline du Nord. Donc, je félicite les femmes pour confronter, pour avoir fait face à cette barrière des travaux. Je félicite ces femmes-là, je les encourage de continuer à progresser, de continuer à travailler comme les hommes. J'ai vu dans vos exemples que vous revenez tous au travail, au genre de travail que l'homme ou que la femme peuvent tous faire. Et vous trouvez qu'ils peuvent tous faire le même travail et partant peut-être toucher le même salaire. Nous entendons souvent dire à travail égal, salaire égal. Mais j'aimerais savoir jusqu'où on peut parler de l'égalité entre l'homme et la femme, jusqu'où on peut aller dans la société, au-delà du travail qui est fait, au-delà du job que l'homme peut faire, que la femme peut faire, au-delà du salaire qui doit être le même. Peut-on aussi amener ce concept de la parité dans nos foyers, dans notre société, dans la vie quotidienne? Peut-on parler de la parité ou de l'égalité entre l'homme et la femme, par exemple dans un foyer?
Merci Christian, je vais revenir sur les salaires. Ça, le problème des salaires aussi, ça fait partie de la lutte que la femme est en train de mener actuellement. Souvent, comme on dit, à travail égal, salaire égal. Mais dans d'autres pays, surtout chez nous en Afrique, le constat est amer. En sorte que les femmes, pour le même travail, souvent les femmes sont moins payées que les hommes. Et même les avantages sociaux, souvent pour congé de maternité, des choses comme ça, la femme est sous-payée par rapport à son homologue homme. Bon, en ce qui concerne la vie de couple, la parité ne concerne, en fait, le concept genre dont nous parlons ici ne concerne pas la vie de couple. Dans la maison, il y a toujours, c'est vrai que, je ne vais pas dire qu'il y a un chef, mais ensemble, nous voulons aller ensemble, les hommes et les femmes ensemble, l'un à côté de l'autre, qu'il y ait une complémentarité. Nous voulons, ce n'est pas non plus que l'homme soit un chef, un maître suprême, mais nous voulons que l'homme et la femme aillent ensemble. C'est ça même la raison de notre lutte. Mais bien sûr, avec respect, nous ne pouvons pas oublier que nous sommes africains ou dans n'importe quelle société. Ce n'est même pas question d'être africain. Même ici, nous voyons je ne peux pas dire le blanc ou le noir. Bon. La parité ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter son partenaire homme ou qu'il n'y ait pas de respect de sa partenaire femme. Nous voulons que tous ensemble, nous puissions avancer pour le développement, pour un monde meilleur, mais en prenant compte du respect de l'un ou de l'autre. Oui, Maman Tété, comment peut-on arriver à réaliser cette parité? Et quels sont les domaines de la vie en société où elle serait vraiment nécessaire, à votre avis? Donc, moi, je parlais surtout de la famille, parce que dans les familles africaines, par exemple en Afrique, nous voyons que l'homme se sent supérieur à la femme dans la maison. Et ça peut être vrai, il y aura toujours un homme qui est un tout petit peu supérieur à madame, mais les travaux de la famille doivent être divisés. Et il y a des familles qui accordent à l'homme, je dirais plutôt, l'homme prend les travaux plus durs, par exemple, réparer la voiture de madame quand la voiture est en panne, aussi peut-être couper la pelouse, quand madame choisit d'autres choses de la maison, d'autres travaux de la maison, par exemple faire nettoyer, et ça c'est madame qui va prendre ça. Mais il y a ces travaux-là où les deux peuvent faire, par exemple, s'occuper des enfants pour leurs devoirs et aller visiter les professeurs à l'école des enfants. Mais qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons ici, même si la femme et le mari travaillent, arrivant à la maison, surtout aux hommes africains, le monsieur va aller regarder la télévision, va aller regarder le match. Et si les deux arrivent au même moment, vous comprendrez vraiment qu'il y a une certaine injustice. Monsieur regarde le match et madame est dans la cuisine très occupée et prépare et aide les enfants au devoir. Et l'homme ne fait que regarder le football ou le basketball ou d'autres choses. Alors là, il y a un peu d'injustice et il faudra en tout cas que nos hommes comprennent et aident leurs femmes dans le ménage. Parce que ce n'est pas juste que seulement madame qui doit travailler dur, madame qui va dormir en retard, mais madame qui doit se réveiller plus tôt que le mari et plus tôt que les enfants pour commencer le jour, faire le déjeuner et tout ça. Donc les deux peuvent se compléter, comme maman Régine a dit. On doit faire, en tout cas les deux doivent se compléter. L'un fait cela et l'autre fait autre chose. Et puis vous deux, vous êtes prêts à dormir ensemble et la dame n'est pas trop fatiguée pour dormir, pour avoir trop travaillé. Absolument, donc l'homme doit prendre aussi sa part dans le ménage pour aider sa femme. Je ne sais pas s'il doit maintenant passer à la cuisine aussi, faire le travail mais il y a des de la femme. Il y a des hommes qui préparent, il y a des hommes qui vous préparent. Il y a des hommes qui préparent absolument, je suis un de ces hommes qui préparent aussi. Mais il y a aussi une exagération aussi du côté de nos hommes africains. Comment souvent vous allez voir dans un village, la femme, ils sont revenus des champs, la femme porte l'enfant au dos, elle a un autre sac qu'elle porte à son bras droit
elle a tout un fagot de bois sur la tête et l'homme est là devant, il marche avec sa machette. Et puis avec sa machette, je ne sais pas Sylvie, tu es là aussi. C'est de l'exploitation de la femme peut-être par l'homme. On appellerait ça comme ça. Ils prétendent appliquer la coutume, la tradition, mais ce n'est pas comme ça. Même si c'est la tradition, mais il faut quand même aider. Je me souviens, mon papa, ma mère, papa était toujours malade, ma mère préparait des chikwang. Mais si maman commence à préparer tard, c'est pour que la nuit, elle est encore dans la cuisine, en dehors de la maison de notre bâtiment, continue à préparer. Et papa est là, il l'aide à faire le fil. Et les deux sont en train de causer. Tu vois, papa en aidant maman et tout ça. Tu vois que c'est l'harmonie. Donc l'homme, en tout cas, les hommes africains doivent penser à aider leurs femmes. La femme n'est pas là pour travailler trop, et pour travailler seulement, la seule qui doit travailler. Même ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'homme qui regarde la télévision, il ne peut même pas aller chercher sa pomme s'il veut un fruit dans le frigo, il envoie madame. Madame qui fait déjà quelque chose, madame qui prépare, madame qui fait un autre travail. Marie, yelanga pomme. L'homme est en train de regarder la télévision. Ce n'est pas fair, ce n'est pas juste. Oui. Mais justement, la question serait de savoir comment changer cette culture congolaise qui déjà par ses us et coutumes présente l'homme comme étant le chef de la femme. Oui, ça c'est un processus, comme nous disons, nous avons commencé quelque part. Nous y allons doucement parce que si on y va en vitesse, ça risque aussi de créer beaucoup de cassures. Mais comme vous venez de dire là, les us et coutumes sont vraiment, et les mentalités rétrogrades sont de grands obstacles pour atteindre la parité pour laquelle la femme milite en Afrique. Mais avec le temps, nous savons, parce que déjà, le fait que autrefois, les filles, quand il fallait envoyer les filles à l'école, ou il fallait envoyer un enfant à l'école, on choisissait les garçons et on pénalisait la fille, on la laissait à la maison. Mais aujourd'hui, actuellement, je pense que beaucoup de parents ont compris. Ils ont vu de quoi les filles sont capables. Aujourd'hui, les filles ont démontré, nous avons des femmes pilotes aujourd'hui, nous avons des femmes président de la République, nous avons des femmes aussi compétentes et capables. Et beaucoup de parents ont compris. C'est un processus. Avec le temps, ça va arriver. Vous savez que les mamans maintenant, nos mamans disent que si tu es amise au monde, beaucoup de filles, tu es chancard. Parce que la fille va vraiment s'occuper des parents. Les hommes, parfois, ils oublient. Ils prennent soin seulement de leurs femmes, ils ne s'occupent pas de leurs parents. Mais quand il y a des filles, on te félicite, oh toi tu seras bien. Mais dans les temps, ce n'était pas comme ça. Dans les temps, les maris cherchaient toujours à avoir un garçon. Mais donc maintenant, il y a un changement, il y a une évolution. Il y a eu une grande évolution, il y a eu une grande évolution. Maintenant, les choses vraiment ont changé et la mentalité est toute différente, je crois. Mais la question est celle de savoir comment changer cette mentalité. Ne pensez-vous pas, par exemple, que l'éducation joue un grand rôle? Ça, c'est vrai. Que l'on doit revoir notre système d'éducation, surtout nous, Africains, partant de... Mais actuellement, toutes les femmes partout dans le monde, elles ont compris l'importance de cette lutte. Les femmes se sont impliquées. Et même, il y a des hommes que nous appelons des hommes genrés qui accompagnent les femmes dans la lutte. C'est l'éducation, la sensibilisation et il y a beaucoup, il y a même beaucoup d'avantages maintenant qu'on donne aux filles. Il y a certaines écoles qui ont déjà des subventions pour que les filles puissent étudier gratuitement. Tout ça, ça encourage aussi les filles à aller plus loin. Pour revenir encore au travail, vous avez peut-être déjà répondu brièvement à cette question. Pensez-vous véritablement que la femme, telle qu'elle est bâtie, peut faire exactement le même travail que l'homme fait et que c'est en faisant le même travail que l'homme fait que la femme deviendrait égale à l'homme? Non, dire égale à l'homme, ça je ne pense pas parce que Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu n'a pas créé deux hommes ou deux femmes, il a créé l'homme et la femme. Nous avons, comme je pense que je l'ai dit, nous voulons aller ensemble, les hommes et les femmes, nous voulons aller avancer ensemble pour le développement, comme nous avons pris comme le thème de cette année dit,
les pas pour le développement en 2030. Nous avons un goal nous avons un objectif en 2030 qu'on ait 50% de représentativité des femmes à tous les niveaux, à tous les postes de prise de décision, à tous les niveaux dans le travail. Donc, ensemble, nous avançons, mais cela ne veut pas dire que la femme va devenir égale à l'homme ou supérieure à l'homme. Parce que si vous allez dans ces combats-là, en cherchant à prendre la supériorité sur l'homme, vous allez vous rencontrer, vous allez, comme on dit, vous allez vous retrouver perdant. Donc, ça ne veut pas dire ça. La parité ne veut pas dire ça. C'est dans la collaboration, dans les termes professionnels et le poste de prise de décision à tous les niveaux, à salaire égal, à travail égal, salaire égal entre hommes et femmes. Et la même chance pour toutes, pour les hommes et pour les femmes, même chance pour les filles et les garçons. Absolument. Donc, pour dire que la parité ne veut pas dire que maintenant, maman peut mettre la ceinture comme papa à la maison et prendre la place de papa. Non, 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 ça ne veut pas dire. C'est plutôt un travail complémentaire qui doit se faire, c'est-à-dire là où maman ne peut pas, papa peut toujours venir aider à la rescousse. Et c'est en travaillant main dans la main, en collaboration, que le foyer ou même toute la société pourra réussir. Je vais vous donner l'exemple. Je connais un couple, une dame pour qui j'ai beaucoup de respect. Madame professeur docteur Georgette Biébié. Son mari est professeur docteur comme elle. Mais à chaque fois, tous les deux sont militants des droits de l'homme. À chaque fois qu'on revenait, je voyais madame, elle passait humblement à la cuisine. Elle a prêté et présenté à son mari. Ça ne l'a pas changé et pourtant c'est parmi les piliers, les femmes piliers qui militent pour le droit des femmes au Congo. Donc, ça te diminue en rien de rester épouse, même si nous revendiquons la parité. Absolument. La femme a toujours été présentée comme une personne à protéger, comme le sexe faible. Et par là, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous n'êtes pas d'accord? La femme, elle est forte. Laissez-moi terminer mon idée. La femme est bien forte. Je crois bien que, surtout chez nous, en Afrique, nous voyons bien que les économies africaines sont généralement supportées par la femme. Avec les crises qui ont eu à frapper nos différents pays, c'est généralement la maman qui était devenue la trésorière, l'argentier de la maison. Les familles vivaient grâce aux mamans maraîchères, aux mamans commerçantes. Même si l'homme ne travaille pas pendant très longtemps, parce qu'il y a de ces hommes qui n'ont plus de travail pendant des mois et des mois, et c'est maman qui fait vivre la maison, absolument. La maman se débrouille, elle vend, elle est courageuse, elle cherche, elle l'amène à la maison et nourrit la famille. Et surtout au Congo, moi j'ai beaucoup de respect pour la femme congolaise. Pendant les périodes que nous avons, les périodes pendant les guerres et les périodes post-conflit, la femme congolaise, elle a démontré de quoi elle est capable. Et ce n'est même pas les femmes qui sont allées à l'université. C'est toutes ces mamans-là qui, au bord de riz, qui ont qu'est-ce qu'on dit, elles ont des plates-bandes où elles plantent des légumes et tout ça. Elles ont fait étudier des enfants. C'est des grandes universités qui sont sorties du travail des femmes. Les femmes ont prouvé qu'elles sont capables de tenir les ménages. Et tout cela dans l'humilité. Dans l'humilité. Ce n'est pas parce que l'homme n'apportait pas... n'avait pas de travail, ce n'est pas parce que l'homme n'apportait pas qu'elles sont devenues insolentes. Toutes ces mamans-là, elles ont travaillé, elles ont fait étudier leurs enfants par le fruit du travail de main. Oui, pour revenir sur mon idée, je disais que la femme est présentée comme un être à protéger. Et généralement, c'est dû aux violences qui sont faites à la femme. La femme est généralement victime de beaucoup de violences au travers le monde. Nous voyons la violence domestique, comme on l'appelle, les femmes qui sont frappées par les hommes. Mais nous avons aussi un grand problème chez nous au Congo démocratique. Aujourd'hui, tous les organismes mondiaux présentent notre pays comme étant la capitale du viol mondial.
le viol est aujourd'hui utilisé comme arme de guerre. Et c'est la femme qui est la première victime, c'est la femme qui est en fait sacrifiée dans ces guerres injustes. Alors, quelle est votre lecture de ce rapport des organismes mondiaux qui présente le Congo comme étant la capitale du viol mondial? Maman Tété. D'abord, ce n'est pas juste de dire que c'est là que le Congo, c'est la capitale du viol. Ce n'est pas juste, ce n'est pas gentil du tout. Parce que les viols qu'il y a eu à l'est du pays, c'était dû à la guerre. Ces militaires qui venaient déjà de mauvaise foi et ils ont fait des choses qu'il ne fallait pas qu'ils fassent. Mais partout au monde, il y a des viols aussi. Ici aux États-Unis, il y a beaucoup de viols. Et dernièrement, dans les campus de George Mason, et une fois à Maryland, j'ai appris qu'il y avait des viols donc dans les dortoirs des femmes ou en dehors. Donc le viol, c'est partout et ce n'est pas seulement au Congo. Et aussi, les hommes utilisent leur force parce que nous le voulons ou pas, les hommes, je crois, les hommes sont quand même créés forts et plus que la femme, généralement. Et ils utilisent cette force-là pour abuser des femmes. Mais ce n'est pas... C'est un problème à combattre, ce n'est pas bien de le faire. Donc on doit vraiment combattre ces problèmes. Et au Congo, je crois qu'il y a eu une amélioration à l'Est. Je crois que ce problème a beaucoup diminué. Et donc on fait du progrès. On a souvent condamné l'homme pour les viols. J'aurais voulu aussi entendre Maman Régine sur la question. On présente le Congo comme étant la capitale du viol mondial. On dit que c'est l'homme qui a échoué de protéger sa femme, sa fille, ses enfants qui sont violés continuellement, que ce soit par les rebelles qui sont entrés à l'Est ou dans la vie de tous les jours où l'on enregistre des cas de viol. Alors, quelle est la lecture que vous faites de cette situation? C'est comme Maman Tété vient de dire, dire que le Congo est la capitale mondiale du viol. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne partage pas le même avis du point comme Maman Tété a dit. On connaît le cas de viol. Le viol a été utilisé comme arme de guerre pour décourager les autochtones pour qu'ils abandonnent, qu'ils laissent l'espace à l'ennemi qui nous avait attaqués, qui avait attaqué le pays. Mais il y a, comme venait de le dire encore Maman Tété, aujourd'hui il y a une forte amélioration. Nous avons, ce que nous demandons nous avons demandé aux femmes qui ont été victimes des viols. Parce que souvent dans ces cas-là, les femmes, il y en a même qui ont été violées, qui n'osent pas dénoncer. Mais la campagne que nous avons y à mener, c'est de pousser les femmes à dénoncer leurs violeurs et que les responsables de ces forfaits soient punis. Il y a des lois qui ont été votées. Je pense que cela a beaucoup influencé quand nous enregistrons aujourd'hui la diminution du nombre de viols. C'est parce qu'il y a des sanctions et ces sanctions-là doivent être exécutées en face des violeurs. Parce qu'il y en a encore qui courent les rues. Aujourd'hui, les femmes qui sont violées, elles ont tout perdu. Imaginez-vous une femme qui est violée, elle perd son mari, elle perd sa dignité, elle perd son honneur, elle perd beaucoup et sa santé. Mais pendant que les violeurs courent encore les rues, moi je pense qu'il faut accentuer, il faut même être plus dur quant aux sanctions qu'il faut administrer aux auteurs de ces viols. C'est bien toujours de présenter la femme comme étant victime pour le cas des viols, mais dans cette culture où l'on glorifie le sexe, où la femme est devenue un objet sexuel pour plusieurs, nous voyons que beaucoup de femmes contribuent à cette image de la femme que l'on voit nue sur toutes les publicités, les panneaux publicitaires. On encourage la mode sexy, on voit nos mamans qui s'habillent sexy. Dans le temps, en tant qu'Africain, il y a des parties du corps qui ne pouvaient jamais être exposées, mais aujourd'hui,
culturellement parlant, on peut dire que les femmes contribuent beaucoup à cette image et qui favorise aussi peut-être le comportement que nous décrions tous. Nous n'encourageons pas les violeurs, nous n'encourageons pas les hommes qui dénigrent les femmes ou qui sont en train de déshonorer les femmes. Mais ne pensez-vous pas que les femmes y sont aussi pour beaucoup? Oui, c'est question d'éducation. Et là encore, nous avons un travail, comme nous avons dit, nous militons pour valoriser la femme. Ce n'est pas seulement en ayant un travail de valeur, mais ça aussi, c'est un travail que nous devons faire dans la sensibilisation. Nous devons passer sur terrain encore. Parce que moi, je me dis, même dans les clips, vous pouvez voir les femmes à moitié nues, le musicien lui-même, il est bien habillé, même parfois il est en jupe jusqu'en bas là, et les femmes, elles le laissent à moitié habillées. Ça aussi, c'est des choses c'est des choses pour lesquelles nous devons nous atteler, nous devons marteler pour qu'il y ait changement de ce côté-là. Oui, parce que la femme, en s'habillant comme ça, qu'est-ce qui arrive? Ça provoque les hommes. Parce qu'il y a ces hommes qui ne sont pas si forts de supporter. Avoir une femme comme ça, ils se sentent, ils se conduisent mal. C'est une invitation à l'homme. D'abord, c'est comme si on disait, m'as-tu vu? Tu m'as vu comment je suis habillée? M'as-tu vu? Je suis sexy. Je suis sexy, et pourquoi? Et maintenant, même les mamans, les jeunes mamans qui attendent famille. Avant, on portait le kanzaku, les boubous pour maternité. Et maintenant, qu'est-ce que les jeunes mamans portent maintenant? Les habits qui serrent là, toute la grossesse se voit. Hein? Et la mec kanginzo, tous les boumous se bimi, on appelle ça maman sexy. Mais quand j'ai vu ça, je n'ai pas compris. Mais je dis, mais toi, tu n'as pas de robe de maternité, je peux te la chercher. Oh non, je dois être maman sexy. Bon, maman sexy. Et donc, nos filles veulent que tu sois bien sexy. Et ça provoque les hommes. On doit changer. Aussi, pour les cas de viol, je voudrais mentionner une chose. Je voudrais parler de ce qu'on appelle ici de dirty rape. Donc, les viols de sortie. Si je pouvais traduire mot à mot. Donc, il y a un garçon qui vous fait sortir, vous partez manger au restaurant, vous partez boire, et à la fin, le garçon a déjà fait son programme, il va t'amener quelque part, ou bien chez lui, ou bien comment. Vous êtes en dette, mais il fera tout, te donner à boire, et après, tu deviens peu tu ne te contrôles plus, et puis il te viole. Ça, on appelle ça des debt rape, et ça existe beaucoup. Donc, aux femmes de faire très attention, surtout aux jeunes filles, quand vous sortez avec votre copain, il faudra faire attention où vous allez, ce qu'il va faire, et éviter d'être saoul, garder toujours votre contrôle, parce qu'on ne sait pas où il va aboutir. Parce que le cas de debt rape, ça arrive très souvent, en Afrique comme ici. Beaucoup de jeunes filles tombent enceintes parce qu'ils n'étaient pas préparés pour ça, parce que c'est un debt rape que le garçon a préparé lui-même, ou bien il n'a pas préparé, c'est venu brusquement. Et la fille va tomber enceinte comme ça. Donc ce sont des dettes. Il faut vraiment éviter les dettes. Il faudra faire attention aux viols de sortie. Donc quand vous sortez avec un copain. Absolument. Merci. Voilà, nous arrivons petit à petit à la fin de cette émission. Mais avant d'y arriver, j'aimerais quand même demander à nos invités de ce soir quelle est cette question-là qu'ils auraient voulu que je leur pose, que peut-être je n'ai pas posé. Je vais commencer avec maman Thérèse. Oui, maman. Ah, merci. Moi, je voudrais poser la question à propos du contrôle des hommes, des maris, sur leurs femmes. Nos hommes, souvent, ils veulent contrôler les femmes dans la maison. Ils veulent que madame fasse tout ce qu'il veut et ils contrôlent. Dans le foyer où les deux n'ont pas un même compte bancaire, l'homme veut contrôler ce que madame a, mais lui, l'homme dépense comme il veut, mais madame ne peut pas. Lui, l'homme envoie sa famille en Afrique, madame ne peut pas. Les histoires comme ça crée beaucoup de problèmes. Et je voudrais poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut remédier à cela. Bon, moi je suis là pour poser les questions et j'attends que vous puissiez répondre. Donc ce que j'allais dire, c'est la question que vous aurez voulu que je vous pose et vous puissiez vous-même aussi répondre à cette question. Ah, ok. Quelle serait la réponse que vous donnerez à cet homme qui contrôle tout, qui veut tout avoir en main, un peu macho peut-être dans le foyer? Ouais. Moi je dirais que la communication doit exister dans le foyer. Il faudra vraiment communiquer.
Et ça dépend de ce que vous êtes dit avant de vous marier. Mais je crois qu'il faudra une communication très claire et très précise et très sincère. Quand vous communiquez, vous faites votre plan de ménage, vous communiquez tout, je crois que le contrôle va diminuer. Parce que l'homme saura ce que madame va faire, madame saura ce que l'homme va faire. Et puis les cache-cache là, ce n'est toujours pas à conseiller. Et l'homme, même les femmes, il y a des femmes qui envoient de l'argent, mobile nanga yebate. Et il y a des femmes, les hommes qui envoient de l'argent, qui envoient des voitures en famille. Et moi, c'est nanga yebate. Et ces choses-là, ce n'est pas du tout bien. Donc, il faudra la sincérité dans la famille. L'honnêteté est très importante. Oui, maman Régine, je vais vous poser la même question. Quelle est cette question que vous aurez voulu qu'on aborde au cours de cette émission, mais qu'on n'a pas pu aborder, et pouvez-vous y répondre vous-même? Nous voulons, en fait, la question, c'est que nos collègues hommes, nos partenaires hommes, je reviens toujours sur la parité, dans l'attribution de postes de prise de décision, souvent dans des partis politiques, nos partenaires hommes, ils s'arrachent toujours la part du lion. Il faudra aussi laisser aux femmes la possibilité d'aller de l'avant. Souvent, qu'est-ce que nous constatons? Les hommes, parce que comme on dit là, en RDC, je parle de l'Afrique en général, et en RDC en particulier, la pauvreté se conjugue au féminin. Les femmes n'ont pas beaucoup d'argent pour créer des partis politiques. Souvent, quand on donne, vous allez tous militer, mais quant à la rétribution des postes, comme le président du parti politique, c'est un homme, il s'octroie lui-même la part du lion, lui et d'autres hommes. La femme, on lui laisse des miettes, ou peut-être à attendre. Elle peut être compétente, elle peut avoir de la matière, mais on ne lui donne pas une chance. La deuxième est celle-ci. Je voudrais appeler les femmes à être compétitives, à donner le meilleur d'elles-mêmes, ne pas attendre les favoritismes, ne pas attendre qu'on vous donne par pitié. Nous devons être compétentes, nous devons, à chaque fois qu'on vous donne du travail, faites-les bien et ça va nous valoriser. Il y a une autre question que moi, je voudrais ajouter aux femmes, au pays comme ici aux États-Unis, les femmes doivent faire un effort d'apprendre, d'étudier s'il le faut. Malheureusement, quand on a raté l'examen d'État, je ne sais pas s'il y a encore des autodidactes au pays, parce qu'il y a beaucoup de familles, quand les gens ont raté l'examen d'État, ils s'arrêtent là, par manque de moyens financiers peut-être. Mais en tout cas, il faudra qu'il y ait des écoles de formation des femmes et des écoles ou d'un programme d'autodidacte que les femmes peuvent toujours présenter l'examen d'État et réussir et faire les études supérieures. J'encourage toutes les femmes du monde d'étudier. Étudier, ça n'a pas de limite. Vous pouvez être à 60 ans, vous pouvez toujours rentrer à l'école. Moi-même ici, je voudrais bien rentrer à l'école. Et j'espère que je le ferai bientôt. Rentrez toujours le banc de l'école, continuez à apprendre, continuez à étudier. Et ceux qui sont à l'étranger, ont la chance de continuer. Et ceux qui sont en ordre, ils peuvent toujours avoir les aides financières qu'il faut pour étudier. Donc ne restez pas seulement stabilisé à votre petit job. Le petit job doit être l'entrée, mais continuez à étudier. Ouvrez la porte après le petit job, ouvrez-vous la porte pour engendrer les grands jobs. Et les grands jobs, on les reçoit après avoir étudié, après une formation. Donc ne vous découragez pas, le temps est encore là. Rentrez aux études, étudiez. Même si le mari parfois ne veut pas que vous le dépassiez aux études, ou bien le mari ne veut pas que vous travaillez,
parce que ça va causer un déséquilibre financier ou un certain déséquilibre dans la famille. Il faudra le faire comprendre que vous voulez vraiment étudier, vous avez le potentiel et vous voulez aller de l'avant et avoir un meilleur job, une meilleure vie. Et aussi, occupez-vous de vos enfants. Si vous voulez étudier, les enfants aussi doivent étudier. Encadrez bien les enfants, surtout à l'étranger. Prenez bien soin des enfants. Ne laissez pas se promener partout où ils veulent, que vous ne savez même pas là où ils se trouvent. Vous devez toujours savoir là où vont les enfants. Aidez-les avec les devoirs. Il faut vraiment les aider pour vous dépasser même en études. Et c'est ça qui fait la fierté et l'avancement économique d'un pays, d'ici et de notre cher Congo. Je vous remercie. Absolument. Pendant que vous parlez, il y a une question qui m'est revenue. C'est peut-être le rôle de l'État pour réaliser la parité entre l'homme et la femme. Il ne suffit pas de bonne volonté, il ne suffit pas de beaucoup étudier, mais il faudrait aussi que l'État ait des lois qui protègent les droits de la femme. Que pensez-vous? Oui, voilà. Les lois existent. Moi, je me rappelle que j'ai été parmi les femmes qui ont fait les sit-ins au Palais du Peuple pour faire passer la loi sur la parité en 2004. Les lois existent, mais maintenant l'exécution de loi, c'est là où ça fait défaut. Et quand on dit que voilà, vous les femmes, vous devez entrer dans le parti politique pour que vous ayez vos 30%. On était toutes de la société civile, nous sommes allés dans le parti politique, c'est ça le problème. Quand il y a 2 postes, le président, le chef du parti politique, c'est un homme, il s'octroie lui-même. C'est ça, les lois existent, la constitution de la RDC en son article 14 stipule que la parité en moins de 30%. Absolument. Et là, nous sommes en train de nous battre pour arriver à 50% en 2030. Et pourtant, là, l'état de lieu actuel en RDC, c'est 15%, je crois. 15%. Sur 46, c'est combien de ministres de postes nous avons? 7. C'est ça que je veux dire, moi. Il y a combien de ministres hommes et il y a combien de ministres femmes? Il y en a 7. Et au Parlement, nous n'avons même pas ces 30%. Même ici aussi, dans le Sénat, ici, il n'y a pas beaucoup de femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi voir la participation des femmes elles-mêmes? Est-ce qu'elles ne doivent pas prendre plus d'initiatives au lieu d'attendre que quelqu'un te nomme dans son parti? Pourquoi ne pas créer ton propre parti? C'est ça, le problème, c'est pour avoir un parti politique, il faut avoir l'argent. Nous cherchons des partenaires, c'est pourquoi on appelle les femmes à être entrepreneurs. Mais pour être entrepreneur, il faut avoir de l'argent. Nous cherchons des partenaires pour soutenir les femmes. Pour soutenir les femmes politiques, pour soutenir les femmes, il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour aller battre campagne aux côtés des hommes qui ont beaucoup d'argent. Et quand bien même on vous donne le poste, les femmes souvent elles sont timides. En termes d'argent, elles sont trop modérées, trop honnêtes. Les hommes ils gagnent beaucoup plus d'argent. Voilà, c'est un peu ça, ce qui fait que la femme n'a pas beaucoup d'argent. Mais moi-même en tant que femme entrepreneur, nous avons eu des marchés à côté de nos partenaires hommes, de nos collègues hommes. Les travaux que les femmes, le rendement des travaux des femmes, même dans les travaux publics, les femmes font des travaux, plus approfondis et la qualité du travail des femmes est supérieure parfois, dans certains cas, par rapport à celle de nos collègues hommes. C'est pourquoi moi je crois aux femmes, mais le problème des femmes c'est l'argent pour battre campagne aux côtés de leurs collègues hommes qui manquent. Il faudra trouver de l'argent, il faut qu'on trouve de l'argent pour soutenir les femmes qui sont en politique. Donc au-delà de l'éducation, au-delà des lois qui sont déjà présentes, il faudra aussi les finances, il faudra faire suivre les finances et peut-être aussi il faudra s'assurer que ces lois-là sont d'application, qui ne sont pas laissées lettres mortes quelque part. Donc nous arrivons pratiquement... Moi je pense plutôt que, en fait les lois sont claires, il faut être compétitif parce que c'est le vote qui sanctionne le nombre de femmes qui doivent être par exemple au Parlement ou au Sénat. Mais je pense que nous devons penser, ça même c'est dans les femmes congolaises, nous avons déjà pensé à ça, qu'il y ait un quota qu'on attribue aux femmes. Qu'il y ait un quota qu'on attribue aux femmes, voilà, pour dire que voilà, à part... il faut un certain nombre de femmes, des postes qu'il faut réserver aux femmes.
Et aussi, est-ce qu'il y a des femmes, est-ce que les femmes veulent poser leur candidature dans... Oui, il y a des femmes, les femmes sont très impliquées, les femmes sont très impliquées, même pour aller en candidat, pour présenter pour aller aux élections présidentielles. Rien que la caution, c'est 100 000 $. Il y a beaucoup de femmes, des femmes compétentes, intelligentes, mais c'est l'argent qui leur fait défaut. Si nous pouvons mobiliser de l'argent... 100 000 $, c'est quand même beaucoup d'argent. Hein? Ouais. Il faut mobiliser l'argent, rien que pour payer la caution. C'est beaucoup d'argent. Et l'argent pour pas campagne, le pays est grand. Parce que les gens, ceux qui travaillent ne gagnent pas beaucoup, les gens se plaignent, les salaires est moins. Mais mais sinon, on aura 1000 candidats président de la République si on fait un fixe. Donc il n'y a que des riches qui peuvent se présenter aux élections. Il n'y a que des riches qui peuvent poser leur candidature quelque part. Mais sinon, nous aurons 1 million de candidats présidents. Bon, ça, c'est un autre débat. Ou bien on peut diminuer les prix pour les femmes. Les prix pour les femmes, peut-être pour permettre une grande participation. Et puis, il y a aussi un autre problème. Il y a des femmes aussi qui n'aiment pas voter les femmes. J'allais dire ça aussi. Les femmes aussi, il y a beaucoup de femmes qui soutiennent, qui ne croient pas au leadership des femmes. C'est ça aussi, il y a un autre problème. Il y a aussi un problème, par exemple, au Maniema. Il n'y a pas de députés femmes. Pourquoi? Les femmes elles-mêmes, elles disent que non, ceux qui ont voté Mobali, Arobala Basi Misato. Ceux qui ont voté moi si, Arobala Nani. Voilà, ça aussi, nous devons, il faut sensibiliser, c'est culturel, il faut y travailler, voilà. Absolument. Voilà, nous arrivons à un terme de cette émission. Nous aimerions prendre un dernier mot de nos invités. J'aimerais commencer par ma gauche avec Maman Thérèse. Maman Thérèse, votre dé. Donc, maman est à Washington. Maman tete nazolo banabino et c'est moto ya kosola nabino et j'espère que bolandi biso lisolo ya lelo. Donc, maman est à Washington, CCWM, tout élément, tout ça makasi, tout lakisa que tout ça maman basala comme ça mingi, maman tout ça wana ko bokola bana na biso, tout encadrer bana bien et tout élément dans la politique awa. Beaucoup de gens qui éviter na ba ne soki mbola nini ekoya dans la volonté de poser candidature comme étant gouverneur à Maryland. Donc ceux qui ont dans le jeune n'ont posé candidature. Donc pour bino ba maman bozo yo kanga boza ba jeune baza ebele. Eza idée madame na pesi bino ba poser candidature ata na Sénat ya Maryland ata wapi. Donc maman en avant to bangate. On nous a créé par Dieu. Tous a peine na espoir que te kobonga. Tous ali peine na volonté ya ko travailler, tous ali peine na potentiel ya ko travailler pe comme bato minene. Ba maman botelema na pesi bino merci mingi pour na lisolo lelo. Alors nous allons prendre aussi le dernier mot de maman Régine. Na pesi merci na pour l'opportunité tozui oyo na féliciter ba maman ya CCWM donc ya Washington métropolitaine na kosenga na ba mama pe ba parents nyonso to tinda bana na biso nyonso na classe to pousser ba fille bazala na limite te ba kende liboso développement ya mboka na biso ekoleka na mwasi tokokoma na 2030 ba mboka nyonso bakokoma na 50% ya basi et soki biso toza na basi ya kopreto tangisi bana malamu te tokozanga basi ya koprésenter na 2030 gol na biso nyonso ezali wana totia molende na musala na tosuka te comme maman Tété venait de dire il faut toyeba que toza na possibilité ya kotanga lisusu mingi tobakisa mayele tozala na respect na mwasi azali qu'est-ce qu'on dit mwasi azali vecteur ya paix tozala ba ambassadrice ya paix na bandako na biso na ba foyer na biso autour na biso et yango nde mutu ke umema parce que sans la paix il n'y aura pas de développement mutu na mutu asala effort pour na apporter pierre na ye pour na mboka na biso ekende liboso. Merci pour na ba maman nyonso. Merci maman Régine. Nous avons terminé pour aujourd'hui cette émission sur la parité entre l'homme et la femme. Nous vous remercions de votre attention et à la prochaine.